Bienvenue dans l'émission Bonjour Maine d'aujourd'hui. Dans cette émission, nous allons parler de l'élection présidentielle américaine de cette année. L'élection présidentielle américaine de 2024 a lieu le 5 novembre 2024 afin d'élire le président et le vice-président des États-Unis au scrutin indirect. Les électeurs élisent 538 membres du collège électoral des États-Unis, 10 grands électeurs qui à leur tour élisent le président et vice-président en décembre 2024. Il s'agit de la 60e élection présidentielle américaine. Le président démocrate sortant Joe Biden et son prédécesseur, l'ancien président républicain Donald Trump, sont tous les deux éligibles à un second mandat. L'un comme l'autre se portent initialement candidats, laissant en temps augurer une élection renouvelant le duel de la précédente. Le 21 juillet 2024, cependant, Biden se désiste en faveur de sa vice-présidente Kamala Harris en raison des critiques de plus en plus fortes sur son âge avancé, 81 ans. C'est la première fois qu'un président encore en fonction est sur le point d'être investi par son mouvement politique prend une telle décision. Trump, qui a remporté les primaires républicaines, est investi par son camp en juillet et Harris est officiellement choisi par les démocrates en août pour remplacer Biden, qui avait initialement fini en tête des primaires du parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, suivons l'actualité avec notre confrère Pierre Claver Nyonhoud. À la une au Rwanda, c'est l'apparition du virus de Marburg, déclaré à la fin de la semaine dernière jusqu'à ce mercredi. 10 décès étaient déjà enregistrés sur 29 cas déjà répertoriés. Plus de 300 personnes seraient contaminées dans 7 districts sur 30 que compte ce petit pays d'Afrique de l'Est. Sur ces 7 districts, 3 sont frontaliers avec les pays voisins, dont la RDC, l'Ouganda et la Tanzanie. Le ministre de la Santé publique, Dr Sabin Nsanzimana, alerte l'opinion nationale et internationale et annonce des mesures qui sont déjà prises pour contenir la pandémie. Au moment où nous parlons, beaucoup de choses ont été déjà faites en termes de recherche des contacts, de dépistage et d'isolement des cas suspects et de traitement. Nous nous occupons aussi de la sensibilisation pour nous assurer que la population est bien informée sur cette pandémie. Le mécanisme de réponse est déjà opérationnel avec nos partenaires nationaux et internationaux pour stopper cette propagation le plus rapidement possible et sauver ainsi la vie des patients déjà infectés. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est aux côtés du Rwanda dans cette lutte contre le virus le plus mortel où plus de 50% des cas infectés meurent car n'a pas de vaccin ni de médicaments. Dr Brian Chirombo, il est représentant de l'OMS au Rwanda. Une équipe de 7 experts arrive bientôt et va rejoindre le mécanisme déjà en place. Il y a aussi des équipements qui vont venir, comme le matériel de dépistage pour maîtriser cette pandémie. Nous comptons aussi chercher du matériel de prévention et de traitement. En tout, nous comptons octroyer du matériel capable de traiter plus de 500 cas de Marburg. Dans l'entretemps, des ambassades et ONG internationales prennent aussi des mesures de garde. L'ambassade des États-Unis au Rwanda a déjà contraint son personnel de travailler en confinement à partir de leur résidence et a suspendu temporairement des visites sur les bureaux de l'ambassade. Le virus Marburg est de la même famille que l'Ebola. En République démocratique du Congo, c'est le procès qui oppose le Rwanda au Congo qui fait la une. Il s'est ouvert la semaine dernière devant la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est, sise à Arusha en Tanzanie. Kinshasa accuse Kigali des crimes d'agression et de soutien au mouvement rebelle M23 qui combat les forces gouvernementales dans la partie de l'Est de la RDC. Ce mardi, c'était la restitution par le vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba, sur ce procès. Il était chef de la délégation qui a fait le déplacement vers Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2.
Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées contre la malice de M. Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et devant la Cour pénale internationale ainsi que devant d'autres instances internationales. Bientôt, toutes ces initiatives vont pleuvoir sur M. Paul Kagame. Kigali, de sa part, rejette toutes ces allégations et accuse plutôt Kinshasa d'héberger des rebelles FDLR responsables du génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda et qui, selon Kigali, veulent toujours déstabiliser le pays des mille collines. Parlant toujours de la guerre au Congo, la MONUSCO, mission onusienne au Congo, risque de ne pas plier les bagages d'ici décembre prochain, comme initialement annoncé. Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix en séjour en RDC, évoque une rumeur. J'ai déjà indiqué à la presse que cette date, qui d'ailleurs a toujours été plutôt une rumeur que quelque chose de réel, et encore moins quelque chose d'acté, cette date un peu fantasmée, selon laquelle au 31 décembre 2024, la MONUSCO aurait quitté le Congo. J'ai tenu à dissiper totalement cette rumeur, d'autant plus qu'encore une fois, ça n'a jamais été acté ni par les autorités, ni par nous-mêmes, ni par le Conseil de sécurité. Bon, d'ailleurs, nous sommes mi-septembre. Encore une fois, nous sommes aujourd'hui dans une phase de consultation qui a commencé il y a peu parce que le gouvernement a été nommé, est entré en fonction en juin. Et il avait évidemment, dans les semaines qui ont suivi son entrée en fonction, des priorités immédiates. Donc ces consultations ont commencé il y a peu, mais nous allons les intensifier. Et donc nous verrons évidemment plus en détail ce qui est attendu de nous de la part des autorités congolaises. Et en fonction de cela, nous verrons comment il nous appartient peut-être d'esquisser les prochaines étapes. Et aussi de vérifier, de penser à la meilleure allocation de nos ressources en fonction des besoins actuels, mais aussi des évolutions qui peuvent se produire s'agissant tant de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire. De sa part, la chef de la MONUSCO rassure que la force onusienne a du pain sur la planche car l'Est de la RDC est toujours déstabilisé. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta a suggéré que cette force reste pour aider les forces armées congolaises à stabiliser le pays alors que le mouvement M23 renforce son contrôle dans les territoires conquis. Tenu du 4 au 5 octobre du sommet de la francophonie en France, cette communauté qui perd de plus en plus de terrain en Afrique occidentale tente de reconquérir les esprits. Pour cet effet, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de réintégrer la Guinée au sein de ces instances. Le pays avait été suspendu il y a 3 ans en raison du coup d'État de septembre 2021. Comment expliquer cette décision? Élément de réponse avec Oria Vand, porte-parole de l'OIF.
Alors, pour comprendre cette décision, il est essentiel de se baser sur l'évolution positive du processus de transition qui est en cours dans le pays actuellement. En effet, il faut savoir que dès 2021, donc immédiatement après le coup d'État et sa suspension de la francophonie, la Guinée a exprimé immédiatement son souhait de pouvoir collaborer étroitement avec l'OIF pendant la période de transition. Et c'est un accompagnement qui s'est mis en place très rapidement après, avec le déploiement d'experts multisectoriels en Guinée, qui ont agi dans des domaines cruciaux tels que la rédaction de la nouvelle constitution, l'élaboration du fichier électoral ou encore la régulation des médias. S'en est suivi la mise en place d'un nouveau mécanisme de suivi et d'évaluation qui a été adopté en juin dernier lors du Conseil permanent de la francophonie, avec comme objectif de rétablir progressivement la participation des pays suspendus en fonction des avancées constatées dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel et du respect des droits et des libertés. En fait, il faut comprendre que ce mécanisme, la Guinée y a souscrit pleinement en faisant rapport régulièrement auprès de l'OIF des avancées de la transition. Et donc devant les États, la Guinée est venue, les ministres guinéens de transition sont venus présenter les avancées. La nécessité, bien entendu, les pays ont insisté, et même dans la décision de lever totalement la suspension, ils ont insisté sur la nécessité de tenir les élections aux dates prévues. Ils ont insisté également sur les efforts que la Guinée doit encore fournir dans le domaine des droits et des libertés, mais ils ont considéré que l'engagement, les nombreux efforts déjà fournis par la Guinée pour sortir de la crise méritaient une réintégration dans la famille francophone. Mais pour d'autres analystes de la région de l'Afrique occidentale, la francophonie veut séduire la Guinée alors que plusieurs pays limitrophes adoptent un esprit anti-français ces derniers temps. Eh bien, comme on vous le disait au début de cette émission, nous allons parler des élections aux États-Unis. Ouvrons cette émission alors avec Cassius Chilambele qui participe aux élections générales aux États-Unis pour la première fois. Il a été à la tête de BECAM, une association de la communauté burundaise dans le Maine, dans le nord des États-Unis. En tant que citoyen, normalement, chaque citoyen a toujours le droit de voter. Alors, comme tout citoyen, nous sommes moi-même et aussi ma famille, ou bien peut-être les amis qui ont déjà la nationalité. Nous sommes prêts à participer aux élections qui se préparent pour le moment. Quel avantage pour un immigrant américain à participer aux élections de novembre 2024? Je dirais que le fait de participer aux élections, c'est un droit à un citoyen. Et c'est aussi très important qu'un citoyen puisse participer aux élections. C'est le moyen de participer à des prises de décision qui vont s'appliquer en faveur de toute la population, en faveur de ce citoyen qui a participé aux élections. Parmi les immigrants américains qui ont le droit de voter, il y en a qui hésitent, il y en a qui ne sont pas intéressés, ou il y en a qui n'ont pas le courage d'aller s'inscrire, participer au vote. Comment est-ce que vous considérez cela? S'il y a quelqu'un qui se limite pour aller voter alors que normalement il avait le droit de voter, moi je pense que c'est une façon de s'écarter lui-même. Mais je dirais que normalement ça c'est pas une bonne chose qu'on peut encourager. Mais plutôt, il faut encourager les gens d'aller participer aux élections. Ne pas participer aux élections quand tu as le droit d'aller voter, qu'est-ce que tu perds en tant qu'immigrant ici en Amérique? Si tu as le droit de voter alors que tu ne participes pas aux élections, pour moi, je dirais que c'est une façon de s'écarter toi-même et que demain ou après-demain, s'il y a des lois qui s'appliquent et peut-être ne sont pas bons pour toi, demain, tu vas peut-être manifester, dire que voilà, ça ne devrait pas se passer comme ça, alors que normalement, toi-même, tu es compris, c'est parce que tu n'as pas participé aux élections pour que les lois qui doivent être appliquées soient établies et que tu as participé aussi à cette prise de décision de ces lois-là. Est-ce que vous auriez ou vous savez des rencontres où les communautés immigrantes font sensibilisation aux immigrants d'aller voter ici en Maine? Au moment où j'étais le président de la communauté burundaise, je m'imagine qu'il y a eu seulement des votes du président des États-Unis au moment où on a voté pour Joe Biden. Mais dans notre communauté burundaise, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont déjà eu la nationalité. Mais je sais qu'il y avait d'autres communautés
comme la communauté somalienne, qui organisait des rencontres et qui essayaient de contacter d'autres communautés pour que nous puissions être sensibilisés et aller participer au vote. Je me rappelle que j'ai été contacté comme président de la communauté burundaise pour que je puisse leur donner la liste des gens de la communauté burundaise qui ont la nationalité et qui puissent aller voter. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été organisé et que ce serait bon si nos communautés puissent aussi aujourd'hui se lever et y travailler et y mettre beaucoup plus d'efforts. Kassi Jambere, avoir le comportement des immigrants qui hésitent ou qui ne veulent pas participer pleinement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les sensibiliser davantage? Ce qu'on peut faire, c'est toujours créer un cadre où on peut se rencontrer et parler à propos des élections et parler peut-être de l'importance, parler de ce que nous pouvons faire pour contribuer aux changements qui sont nécessaires dans ce pays, surtout que si tu as déjà la nationalité, tu as toujours le droit de voter, le droit de participer en tant que citoyen dans les prises de décision dans ce pays. Et que pensez-vous de l'avenir et de la participation des enfants dans le futur? Je pense que dans le futur, ça sera peut-être très facile, contrairement à la génération des adultes qui sont sur place maintenant. Parce que nos enfants, ils vont avoir l'éducation de ce pays. Et je pense que pour eux, demain ou après-demain, ils comprendront que le fait de participer à des prises de décision dans ce pays, que c'est quelque chose de très important et peut-être qu'ils seront épanouis ou je dirais libres parce que nous, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui font toujours allusion aux élections dans notre pays, donc qui se limitent en disant que peut-être, voilà, si je participe aux élections ici, peut-être que c'est quelque chose qui peut me faire du mal, peut-être que c'est quelque chose qui peut m'amener des problèmes politiques. Donc, nous avons toujours tendance à faire la comparaison de chez nous et là où nous vivons maintenant. Donc, je pense que ça aussi, c'est un défi, mais que ça ne sera pas du même pour nos enfants de demain ou après-demain. Mais est-ce que ce qui compare les élections, la participation politique dans les pays d'origine et ici, c'est très différent? C'est très différent. Tout le monde sait que la procédure pour que tu puisses arriver à avoir la nationalité, c'est un long processus. Des fois, c'est aussi stressant. Donc, je pense qu'il y a déjà au moment où ils arrivent au point d'avoir la nationalité, ils se comportent toujours comme si c'est quelque chose qu'il a eu par chance, quelque chose qui peut garder comme une pierre précieuse, qui ne veut pas peut-être s'ingérer à la politique américaine, que peut-être on peut même enlever cette citoyenneté ou autre chose. Donc, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont toujours cette mentalité d'avoir peur de se lancer ou d'être libre et de se comporter comme un citoyen américain. Ouais. Merci beaucoup, Jambere. Merci à vous, Ernest. Plusieurs organisations et associations pour le moment organisent des séminaires et des rencontres pour mobiliser les gens autour des élections. C'est le cas du Maine Immigrant Rights Coalition, MERC, qui a organisé le 16 septembre dernier une rencontre avec des immigrants. Josiane Mugwaneza, originaire du Rwanda, était parmi les organisateurs. Elle a parlé à Jambo Africa le même jour. Cette réunion était à propos des droits de vote. Aujourd'hui, on a eu des panélistes qui ont expliqué certaines procédures et certaines recommandations pour que tout le monde, surtout dans les communautés des immigrants, puisse aller voter. On a eu quand même un bon nombre de participants et nous sommes très fiers de pouvoir mettre en place une plateforme ou une place pour expliquer aux gens leurs droits et leur donner l'opportunité d'aller voter. Un immigrant américain qui ne participe pas au vote, qu'est-ce qu'il perd? Un immigrant américain qui ne participe pas au vote,
il perd beaucoup de choses, surtout il perd le droit, il perd l'opportunité d'exercer ses droits et de pouvoir participer dans les activités quotidiennes de l'État. Et puis aussi, tu peux perdre l'opportunité de voter la personne que tu veux, qui soit ton président ou ton leader. Et puis, en général, voter, c'est un droit civique que tout le monde, quand il est bien exercé, ça donne le pouvoir que le peuple contrôle l'État. C'est le pouvoir du peuple qui devrait contrôler l'État. Si on est donné la place, on peut gouverner. Alors, qu'est-ce qui fait que les immigrants hésitent à aller voter? Les contraintes. Pour le moment, je peux identifier comme 2 ou 3. Les contraintes, premièrement, c'est la peur ou ne pas comprendre le système. Ne pas comprendre le système, c'est vraiment très, très vaste parce que ce pays a un régime très, très solide, mais aussi compliqué. Les gens qui viennent ici sont guidés par des gens qui n'ont jamais été guidés. Il y a l'ignorant qui guide l'ignorant. Alors, ça fait que il y a des gens qui vivent dans l'obscurité, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas leur leader, ils ne savent pas leur county, leur district, leurs représentants. C'est vraiment très dommage. On a vu des mamans, il y a eu une maman rwandaise qui a représenté d'autres mamans de 3e âge. C'est toi-même qui as interprété pour elles. Et se demander si elles peuvent voter, si elles peuvent être assistées en tant que des personnes américaines naturalisées, mais qui ne connaissent pas la langue. Pour cette catégorie de gens, comment peuvent-elles avoir l'assistance? Comme je vous ai dit, moi je travaille pour une coalition qui a plus de 100 membres. Parmi les membres, il y a des organisations qui s'occupent de ce genre d'activités. Nous, on est une advocacy, on est là pour la voix des autres. Alors, comme il était avec nous, on va essayer justement pour représenter les autres personnes comme elle. On va les guider en les référant à des organisations qui font ce genre de travail, comme Mana. Mana, ils s'occupent du transport, comme Meneco Justice, ils s'occupent des droits de la personne. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent intervenir pour que les gens comme elle et autant d'autres qui sont comme elle peuvent aller voter sans inconvénient comme le transport ou la langue. On peut se dire, une voix, pourquoi dois-je être interpellé à aller voter en tant qu'immigrant? Après tout, c'est une voix. On peut se dire ainsi. Ouais, une voix, comme j'avais dit en Kinyarwanda, 1 + 1, ça fait 2. Alors, ça fait multiple. Ça fait multiple. Alors, je pense que voter individuellement, ça fait l'ensemble qui vote. C'est augmenter le poids ou la contribution. C'est notre devoir quotidien ou civil qu'on doit exercer pour pouvoir donner notre contribution au pays que nous aimons, les États-Unis. Cette coalition est composée d'environ 103 organisations. Celle de Stéphanie Trissegil en fait partie. Vraiment, maintenant, avec les élections qui vont se passer en novembre, c'est très important que les gens savent ses droits et de pouvoir voter. Et ceux qui ne peuvent pas voter, c'est aussi important qu'ils savent que c'est même un crime de voter si on n'est pas citoyen. Et donc, moi, je voulais apprendre tout ce qu'il y a pour apprendre ici. Et à la fois, je voulais connaître les gens qui viennent ici parce que
il y a beaucoup de gens talentueux, des gens qui ont les professions de l'étranger. Et notre entreprise Antwork spécialise en aider les gens des professions formées à l'étranger de trouver des travail ici. C'est intéressant pour vous, mais aussi pour les immigrants. Il y a des gens qui ont une autre vision des immigrants. Toi, en tant que personne qui travaille avec les immigrants tous les jours, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Qu'est-ce que je peux dire aux gens qui ne connaissent pas les immigrés? Qui pensent que les immigrés, ce sont des bons à rien, des imbéciles. Eh bien, vraiment, l'état du Maine ne serait pas le même état, l'économie ne serait aussi bien qu'il est maintenant dans le Maine et on n'aurait pas les mêmes opportunités pour l'avancement économique s'il n'y avait pas les immigrés à Maine. Mais les immigrés qui arrivent en Maine, en particulier ceux qui viennent avec les expériences professionnelles de l'étranger, vraiment sont un recours incroyable pour l'État. Pas seulement un recours économique, mais aussi un recours culturel, éducationnel pour vraiment élever le niveau d'éducation, le niveau de société que nous avons ici. Et vraiment, c'est pour ça que j'espère que Maine continue toujours à avoir un bon accueil aux immigrés. Pour toi, cette communauté doit être prise en compte? Comment? Pour toi, cette communauté doit être prise en compte? Vraiment, les immigrés doivent être bienvenus toujours à Maine et de les encourager de continuer de venir. Stéphanie, quel est votre message pour les immigrants américains pour les élections qui arrivent? Bien, mon message pour les immigrants qui vivent aux États-Unis, qui ont le droit de voter, c'est-à-dire les citoyens, c'est d'aller tout de suite. Si vous n'avez pas encore vous inscrit pour voter, pour registrer pour voter, s'il vous plaît, allez chez votre City Hall, le bureau administratif de votre ville, faites une registration maintenant pour ne pas être pressé quand arrive le mois de novembre. Allez-y maintenant, comprenez le processus, regardez le vidéo de Merck, lisez en Jumbo et éduquez-vous. Et aussi, comme je dis, vraiment, allez à votre bureau administratif de votre ville et assurez que vous avez déjà registré pour voter. N'importe quel parti politique dans lequel vous registrez. Seulement registrez et votez votre conscience. Alors, celui qui n'est pas intéressé pour aller voter alors qu'il est américain, qu'est-ce qu'il perd? Y a-t-il une perte pour celui qui ne vote pas alors qu'il a le droit de voter? Qu'est-ce qu'il perd? Pour ceux qui ne votent pas. Ouais. Ceux qui ne sont pas allés voter alors qu'ils ont le droit de voter. Ceux qui ont le droit de voter mais qui ne votent pas. Qu'est-ce qu'ils perdent? Eh bien, si vous avez le droit de voter et vous ne vous inscrivez pas, vous ne registrez pas, vous ne votez pas, c'est-à-dire que vous avez perdu votre voix, vous avez perdu, c'est-à-dire l'agence de pouvoir avoir votre avis compté dans la politique des États-Unis. Et comme vous avez travaillé et lutté tellement pour arriver aux États-Unis, et pour devenir citoyen, s'il vous plaît, vraiment, et on veut écouter votre voix, on veut que vous participiez dans la démocratie américaine et on a besoin de vous. On a besoin de votre avis. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas pour qui vous voulez voter, vous pouvez, il y a beaucoup de manières pour savoir, poser cette question maintenant. Il y a une très bonne guide pour voter par le Maine People's Alliance, l'Alliance du peuple du Maine, MEPA, qui ont une très bonne guide pour voter qui inclut des politiques et les autres choses qui sont en faveur des immigrés. Et donc vraiment, c'est un objectif important entre maintenant le mois de novembre, la première semaine de novembre, de pouvoir
être sur le chemin de pouvoir voter et de compter dans les élections américaines. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Bonjour Maine d'aujourd'hui. Nous vous rappelons qu'aux États-Unis, les gens qui votent alors qu'ils ne sont pas des citoyens s'exposent à de multiples sanctions, dont la déportation. Cette émission vous a été préparée par Eloge Widikaneza. À la prochaine.